Ça va s'arrêter. Bon. On va reprendre. Merci d'être à l'heure, même avec un peu de dépassement, mais ce n'est pas de votre faute. Il y a eu une demande de certains de savoir qui est l'ISIL, qui est le CNIL, qui est ATLA. En 2 mots, le temps que tout le monde rentre. Le CNIL, c'est le Centre interprofessionnel, Centre national de l'interprofession laitière. Ce n'est pas exactement et de l'économie laitière. L'interprofession regroupe les 4 représentants des entreprises privées. Ah ouais. Des entreprises privées, des coopératives laitières, des représentants des producteurs de lait. Et on a été rejoint par un 4e collège qui est le collège de la distribution, du commerce et de la restauration collective. Donc l'interprofession laitière représente la filière et c'est elle qui a initié la démarche France Terre de lait et qui la porte. Donc voilà, c'est pour resituer les choses. Et on avait Caroline Lepoultier, c'est la directrice générale de l'interprofession. Et moi, je travaille à l'interprofession comme Thierry Gélin qui va animer cet après-midi. ATLA, c'est l'association de la transformation laitière, donc qui regroupe la partie technique, plutôt les questions techniques. Ils vont travailler ensemble, les coopératives et les entreprises privées, sur des questions réglementaires, sur des questions qui concernent vraiment les entreprises. Et l'ISIL, qui vous invite aujourd'hui, même si vous avez payé pour la moitié d'entre vous, donc, qui a organisé cette journée. C'est une école qui n'existe plus, mais on est les anciens. Certains d'entre vous dans la salle sont des anciens de cette école. C'est une école qui permettait d'accéder à un diplôme d'ingénieur en industrie laitière. Et qui est en train de se transformer, qui n'a plus existé, qui s'est transformé en master à Dijon. Et là, il y a un nouveau master qui est en train de se créer. Il y a eu une première promotion, la deuxième n'a pas pu démarrer, avec l'Université de Nancy. On va en parler à la table ronde en fin de journée. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez situer ça. Et donc cette association, elle a pour cheville ouvrière Catherine Peters, que vous voyez courir dans tous les sens. Voilà, si vous voulez l'applaudir. C'est dommage parce qu'elle n'est pas dans la salle. Donc moi, je l'ai aidée pour organiser la journée avec les thématiques. Voilà. Et on est appuyé par des personnes, donc des anciens de l'ISL qui sont dans les entreprises et qui vont avoir plus de contact avec tel ou tel fournisseur. Ils vont nous dire, oui, ben là, par exemple, cet après-midi, on a été aidé par des collègues, des anciens élèves ou des connaissances des anciens élèves pour faire venir des entreprises, des fournisseurs pour parler, pour vous présenter des innovations. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est bon? Très bien. Alors, cet après-midi, on va être sur des sujets plus techniques. Et j'ai demandé à Thierry Gélin, donc, qui a été présenté ce matin, directeur du développement durable au CNIL, d'animer cet après-midi. Et moi, je reviendrai pour l'animation de la table ronde qui parle plutôt des métiers. Merci, bon après-midi, bonne séance. Merci Rita. Donc je fais suite finalement. Je prends le relais de Christine et Cédric Roca qui étaient là pour la partie matinée, pour nous, moi pour l'après-midi. Effectivement, qui va être plus technique que ce matin, avec beaucoup de témoignages, même si on en a eu ce matin. On les a eu ce matin. On a abordé les démarches RSE de manière globale, avec d'abord les enjeux auxquels on essaye de faire face.
une présentation de différentes initiatives en termes de RS, celle de la filière que j'ai essayé de présenter, et puis celle d'entreprises importantes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret, face à certains enjeux, voir quel type de réponses sont apportées par des entreprises et leurs partenaires techniques. C'est pour ça qu'on aura des binômes de présentation. L'entreprise et son partenaire technique qui feront des binômes, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans le cadre de ces journées IESIEL. Donc voilà, j'espère en tout cas ce matin que vous avez été rassurés par la mobilisation. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives. Tant mieux, parce que vous avez vu qu'on a démarré sur un tableau un peu sombre, mais qu'on connaît, et auquel effectivement il faut qu'on fasse face, donc on se mobilise tous. On va démarrer, on va voir ces témoignages sur des réponses aux enjeux sociétaux, de nature environnementale dans la première partie, par ces binômes, et puis ensuite un autre type d'enjeu sociétal, ce sera le cas de la table ronde qu'animera Rita tout à l'heure. Alors enjeux environnementaux, ça n'est pas que les gaz à effet de serre, on va parler carbone, puis consommation d'eau, eau et réutilisation d'eau. Avant d'introduire le premier orateur qui est Pierre Barucan, un petit mot sur le carbone. Voilà, je vais égoïstement reprendre la parole sur ce qu'on essaie de faire au niveau de la filière laitière. On s'est fixé, comme je vous l'ai présenté, des engagements en 2025, dont un sur le climat et donc les émissions de carbone. Mais 2025, ça vient très vite, finalement. L'échéance, elle est... elle est ce qu'elle est, mais on est attendu pour aller plus loin en 2030-2035. Donc j'en profite pour vous informer d'une autre initiative que j'ai pas eu le temps d'évoquer ce matin sur le sujet précis du carbone qu'on va aborder maintenant. C'est qu'on sait qu'il faudra qu'on aille au-delà des engagements de 17%, qui est le chiffre qu'on vise en 2025 de baisse d'empreinte carbone du lait. Et pour ça, il faudra avoir recours à des solutions qui ne sont pas forcément aujourd'hui utilisées, qui sont des solutions plus innovantes, à la fois en élevage et en transformation laitière. Et donc, on a lancé un appel à solutions. Je le dis là parce que peut-être qu'il y a dans la salle des personnes qui pourraient nous aider à répondre à cet appel à solutions. Parce qu'on n'a pas fait une grande publicité. On a un peu ciblé nos destinataires, mais il y en a peut-être parmi vous. L'idée, c'est de faire remonter à nous des solutions un peu innovantes. Alors, ça va de la recherche appliquée à des choses qui sont déjà commercialisées et qui peut permettre de faire baisser les émissions en élevage, en transformation laitière. Alors en élevage, pour vous dire qu'on est à peu près rassuré, on a plus de 20 solutions qui nous sont remontées, donc on va pouvoir y travailler, y réfléchir, voir ce que pourront être les engagements du futur, au-delà de 2025, sur l'aspect transformation laitière. Je me dis que parmi vous, déjà cet après-midi, on va avoir un témoignage, mais il y a probablement d'autres entreprises qui effectivement ont des solutions techniques applicables et dont on pourrait faire bénéficier un maximum d'entre vous. Donc voilà, si vous avez identifié mon nom, Thierry Gélin, mon mail est facilement trouvable, je pense. Je peux être une porte d'entrée pour des gens qui auraient envie de nous apporter leurs solutions. On va se donner quelques temps, quelques semaines pour les recueillir et regarder ce qui pourrait faire l'objet de présentations, parce que les solutions des uns pourraient être utilisées par d'autres. Donc on va essayer d'organiser, après cet appel à solution, un espèce de forum, une journée comme celle-ci. On fera bénéficier d'un maximum d'expérience à d'autres entreprises qui pourraient les tester. Donc voilà, c'est une initiative que l'on a pour essayer d'aller au-delà des engagements qu'on a pris jusqu'à présent, même si le sujet va de toute manière déjà être abordé par Pierre Barucan, qui est l'orateur suivant, puisqu'il va nous parler de manière assez générale sur l'aspect décarbonation de la stratégie nationale bas carbone, des ambitions agroalimentaires, des ambitions plus spécifiques de l'industrie laitière. Donc vous avez déjà des ambitions avec des solutions derrière, je le sais, mais on peut contribuer à les faire circuler. Et puis il va nous parler aussi de l'aspect financement qui a commencé à être abordé ce matin, puisqu'effectivement tous les financements qui vont être mobilisés pour accélérer le processus, on voit qu'il y a une urgence à agir, donc les financements, il faut les identifier vite et les utiliser maintenant. Donc Pierre, que j'appelle à la tribune. Donc Pierre, il est responsable, il est même directeur d'un pôle à Actalia, le centre technique, pôle produits laitiers, où il est responsable environnement. Il est aussi en charge des dossiers environnement à Atla, dont Rita a rappelé l'objectif. Il a aussi plein de mandats à EDA, à la FIL. Bon, j'en arrête parce que sinon, je ne pourrais jamais le laisser parler. Donc Pierre, je te laisse le floor, comme on dit. Je m'éloigne, vas-y. Merci. Bonjour à tous. Merci Thierry pour cette introduction. Donc on va effectivement commencer l'après-midi en parlant décarbonation. On a déjà parlé un petit peu ce matin. On sait que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est un des grands enjeux si on veut réussir à notre transition environnementale. Donc on va parler réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour réussir cette transition, forcément, il faut qu'on se base sur une mobilisation de tous les maillons de la filière, donc en partant de la production du lait jusqu'au consommateur, en passant bien sûr par les transformateurs. Donc là, on va se concentrer un petit peu sur ce qui est émissions carbone associées au site de transformation. Alors, on va voir si la... Oui, ça marche bien. Donc, déjà quelques éléments de contexte pour recadrer un peu la situation. Au niveau européen, on a récemment, puisque c'était au mois de juin, eu une réévaluation par le Parlement européen des ambitions associées au Green Deal, c'est-à-dire au pacte vert, où on voit l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre passer de 40% à 55%. Tout ça dans une trajectoire avec une ambition qui nous amènerait d'ici 2050 à une neutralité carbone à l'échelle de l'Europe. Donc ça c'est inscrit dans la loi climat, donc ça vient vraiment inscrire noir sur blanc les ambitions au niveau européen. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau français, c'est que là on part sur une année avant, c'est-à-dire en 2020, on avait déjà un décret associé à la stratégie nationale bas carbone, on en a parlé un petit peu ce matin. L'idée c'est de définir un peu plus concrètement des budgets carbone associés aux ambitions de réduction au niveau de l'État français. Et bien sûr, avec une trajectoire également de neutralité carbone d'ici 2050. Donc ça, c'est des éléments de contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à ces engagements pris au niveau européen, mais aussi pris au niveau français, la DGE, au niveau du ministère de l'économie, a commencé à mettre en place des comités de stratégie par filière, justement, pour essayer d'inciter les différentes filières concernées par ces émissions de gaz à effet de serre, justement, à s'engager et à définir des feuilles de route. La stratégie bas carbone en elle-même, c'est une feuille de route pour l'État français, mais il y a une attente des pouvoirs publics d'avoir une feuille de route pour chacun des grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, parmi les 8 grandes filières industrielles, ça ne concerne pas que l'industrie, il y a le transport, l'énergie, mais parmi les filières industrielles, on a la filière agroalimentaire qui est concernée. Et donc, il y a une feuille de route de décarbonation pour la filière agroalimentaire qui a été déjà rédigée dans une première version l'année dernière, et il y a une deuxième version qui va apparaître cette année. Derrière ces discussions entre les pouvoirs publics et les différents acteurs économiques des filières, il y a des objectifs, et en l'occurrence, des attentes de la part des pouvoirs publics. Pour le secteur de l'industrie alimentaire, les attentes sont d'une réduction de 40% entre 2015 et 2030. On parle des émissions associées aux activités industrielles. Je ne parle pas de l'amont de la filière, qui sont aussi concernés, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Quelques éléments pour se resituer, on en a parlé déjà, je suis désolé, vous avez déjà eu pas mal de chiffres ce matin, mais pour situer un petit peu l'industrie agroalimentaire parmi les différentes industries manufacturières de France, on peut voir qu'elle apparaît en 3e position avec à peu près 10 millions de tonnes d'équivalent CO2. Si je prends la valeur de 2019, c'est 10,5. Donc 3e, après la chimie, la métallurgie et les matériaux de construction. Donc ça, c'est la position du secteur agroalimentaire, partie industrie, avec 2 grandes composantes dans les émissions de gaz à effet de serre. Tout ce qui est lié au combustible, qui représentait en 2019 8,3 millions de tonnes équivalent CO2. Et puis une partie liée au système de froid, aux émissions liées aux fluides frigorigènes. Donc ça, c'est une deuxième partie des sources d'émissions de gaz à effet de serre associées aux activités de transformation sur les sites. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on positionne l'agroalimentaire parmi toutes les émissions au niveau national, donc ça fait beaucoup de chiffres, mais en jaune, vous avez l'agroalimentaire. Et puis, vous avez également au niveau national, c'est la dernière ligne. Si on regarde, par exemple, en 2019, on a 10,5 millions de tonnes d'équivalent CO2 pour l'agroalimentaire. Et ça, on peut le ramener à toutes les émissions au niveau national qui y sont pour une valeur de 437. Donc là, on est à peu près... Donc la valeur d'1,5%, elle était valable en 2015. Là, on est plus sur de 2,4%. Mais ça vous donne une idée de la part des émissions associées à la transformation agroalimentaire par rapport à l'ensemble des émissions nationales. Donc de l'ordre de 2,4%. Ce qui peut être intéressant aussi à regarder dans ces chiffres qui sont issus d'un rapport CITEPA qui est émis chaque année, c'est les évolutions entre différentes périodes. Donc notamment entre 90 et 2020 et entre 2015 et 2020. Alors pourquoi ces 2 périodes de référence? Parce qu'en fait, au niveau européen, on raisonne davantage par rapport à 1990 en termes d'engagement. Et au niveau français, attente des pouvoirs publics, on raisonne par rapport à 2015. Donc là, vous avez les évolutions à la fois sur l'ensemble national, mais aussi au niveau de l'industrie agroalimentaire. Donc il y a un élément qui est intéressant en rouge, c'est l'augmentation des émissions entre 90 et 2020 pour l'industrie agroalimentaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cela, il y a à la fois
forcément des évolutions en termes d'activité économique, puisque là, on raisonne en termes de masse, on va dire, d'émissions de CO2. Mais dans plusieurs raisonnements, on va aussi chercher à ramener ça à une unité de production, puisque l'idée, bien sûr, c'est pas de freiner la production ou l'activité économique. L'idée, c'est d'intégrer des composantes de performance environnementale dans une performance économique. Donc là, clairement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a très probablement des activités qui ont augmenté sur ce pas de temps, des activités économiques, et donc forcément des émissions qui ont augmenté aussi. Donc tout l'intérêt, ce sera de voir comment les efforts qui pourront être faits en termes d'émissions de gaz à effet de serre pourront venir compenser éventuellement les évolutions économiques d'activité de la filière. En tout cas, ce qui est à noter, c'est que sur la période d'engagement au niveau français, à partir de 2015 jusqu'à 2030, il y a déjà eu entre 2015 et 2020 12,5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées à la transformation agroalimentaire. Alors, si on passe maintenant au niveau de l'industrie laitière, donc au niveau d'Atlas, donc comme précisait tout à l'heure Thierry, donc ça regroupe les adhérents de l'industrie laitière et puis des coopératives laitières. Il y a eu la mise en place d'un système de reporting qui permet justement de renseigner ce type d'indicateurs et de suivre quelles sont les évolutions d'indicateurs environnementaux tels que les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, j'ai mis quelques chiffres pour illustrer le propos. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1, c'est-à-dire ce qui concerne les combustibles et les fluides frigorigènes, on a une quantité de gaz d'équivalent CO2 émis de 1,48 million de tonnes, dont une toute petite partie est représentée par les fuites de fluides frigorigènes. Et ça représente 14% des émissions de l'industrie agroalimentaire. Et un autre chiffre intéressant, c'est qu'on a déjà eu une baisse de 9,7% en 3 ans, entre 2016 et 2019. Là, on est sur le scope 1. On suit aussi les émissions sur le scope 2, mais en termes d'engagement au niveau des pouvoirs publics, on est sur le scope 1. Alors, on parlait tout à l'heure de feuille de route de décarbonation. Donc, comme je vous le disais, il y en a déjà une qui a été publiée en fin 2020, ou plutôt milieu 2020, par l'ANIA et la coopération agricole, donc des syndicats de produits et de transformateurs de l'agroalimentaire. Donc ces feuilles de route se décomposent en 4 grandes parties. Identifier d'abord les trajectoires estimées, c'est-à-dire vers quelle ambition, quelle cible on se donne, à quelle échéance, 2030 et 2050. Et puis, une fois qu'on s'est fixé ces objectifs-là, eh bien, quels sont les leviers qu'on peut activer pour atteindre ces objectifs-là. Et ces leviers, lesquels peuvent être activés par l'action des entreprises directement, quelles sont les actions qui ont déjà été engagées, mais aussi quelles sont celles qui nécessitent un soutien des pouvoirs publics, que ce soit en termes de soutien financier ou bien d'allègement administratif, on va dire ça comme ça, pour mettre en place différentes solutions. Donc là, on a la deuxième version qui est en préparation, mais on peut déjà évoquer quelques chiffres contenus dans cette feuille de route, et aussi quelques leviers. En termes de leviers, il y a 3 grandes catégories de leviers qui ont été identifiées pour aller vers la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Dans un premier temps, il y a tout ce qui concerne justement les fluides frigorigènes, donc qui sont directement concernés au niveau des systèmes de groupe froid utilisés dans les entreprises, où là, il y a déjà une évolution qui a été observée depuis 2015, puisqu'il y a une directive européenne F-Gas qui nous y incite, et donc pas mal d'évolutions de systèmes groupe froid qui vont aller vers des utilisations de fluides moins impactants sur l'environnement, donc notamment avec l'apparition le déploiement, on va dire, de systèmes basés sur l'ammoniac. Le deuxième grand type, c'est tout ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique, que ce soit pour la production des utilités, pour la production de vapeur, d'eau chaude et autres, mais aussi au niveau des process, voir comment faire qu'un process soit plus efficace en termes d'énergie. Et puis, bien sûr, le déploiement de tout ce qui est pompe à chaleur, où là, il y a encore pas mal d'innovations à réaliser. Le dernier volet, c'est la décarbonation de la production de chaleur, c'est-à-dire aller vers l'utilisation de chaleur ou de combustible à plus faible impact environnemental. Donc que ce soit des migrations du fuel vers le gaz naturel, mais aussi vers des solutions un petit peu plus poussées, telles que la méthanisation et l'utilisation de chaudières biomasse, et aussi l'électrification des procédés quand cela est possible, parce que tous les procédés ne peuvent pas être électrifiés, mais pour une certaine partie d'entre eux, c'est possible. Donc c'est des choses qui peuvent voir le jour. Et c'est sur ces 3 leviers qu'on va chercher justement à la fois à faire des progrès, mais aussi à être soutenus par les pouvoirs publics. En termes d'objectifs, jusqu'à présent, la feuille de route de décarbonation de l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, était fixée sur une réduction de 35% entre 2015 et 2030. Et là, dans la nouvelle version, les discussions sont plus pour aller vers du moins 40%. Avec deux groupes de leviers, le levier sur les fluides frigorigènes et un levier sur la décarbonation des combustibles.
et l'efficacité énergétique. Là, je les ai groupés ensemble puisque ces deux derniers font l'objet d'un objectif de 28% de réduction. Autrement dit, il y a le souhait de réduire de 28% les émissions associées au combustible et à l'utilisation d'énergie. Ça, c'est la feuille de route décarbonation de l'agroalimentaire. Il faut savoir qu'au niveau du secteur laitier, la transformation laitière, je veux dire, il y a aussi une feuille de route décarbonation qui est en préparation et qui vise bien sûr à contribuer aux mêmes objectifs, sachant que dans la feuille de route laitière, on aura a priori, elle n'est pas encore finalisée ni validée, mais a priori, un objectif de réduction de 30% entre les émissions 2015 et 2030. Alors, quels sont les soutiens nécessaires pour justement permettre aux différents acteurs de la transformation agroalimentaire et laitière d'activer ces leviers? Donc, il y a déjà des soutiens existants, que ce soit en termes de soutien à l'investissement dans des projets d'efficacité énergétique, mais aussi les dispositifs C2E qui sont déjà présents et qu'il faudrait préserver, voire adapter davantage à nos besoins. Il y a le suramortissement de 40% pour ce qui concerne les fluides frigorigènes et les installations en groupe froid. Et puis, bien sûr, toujours avoir des soutiens financiers, on va en parler tout à l'heure, des soutiens financiers pour l'innovation et puis l'utilisation d'autres types d'énergie tels que la chaleur biomasse et la méthanisation. Ça, c'est des leviers et des soutiens nécessaires qu'on identifie dans les feuilles de route, pour que dans nos échanges avec les pouvoirs publics, ils soient bien conscients des éléments nécessaires pour enclencher justement ces fortes réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Quelques éléments maintenant sur les financements. Donc, on a entendu parler sur un site de Savencia ce matin que justement un de leurs sites était lauréat à ces différents appels à projets France Relance. Donc, il y a un site qui est dédié justement pour accompagner les entreprises, que ce soit dans les projets d'efficacité énergétique ou bien de la décarbonation plus générale de l'industrie. Et au sein de cette feuille de route, de cette initiative France Relance, on a principalement 2 appels à projets. Le premier qui est dédié à l'efficacité énergétique et la décarbonation des procédés. Donc ça, c'est en place depuis 2020 et on a à plusieurs étapes eu différents lauréats qui ont été retenus. Donc on a un total de 75 lauréats à cet appel à projet. Et là, j'ai mentionné deux acteurs laitiers qui justement ont pu bénéficier de ce financement pour différents projets, que ce soit pour l'optimisation de procédés de nettoyage ou bien aussi pour des remplacements d'évaporateurs pour aller vers plus d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est deux illustrations pour la partie efficacité énergétique. Et puis, il y a un deuxième appel à projet, chaleur biomasse, où là aussi, on a plusieurs lauréats, 68 depuis 2020, et aussi des acteurs du secteur laitier qui sont présents, notamment pour des projets de chaufferie biomasse, et pour venir justement décarboner l'énergie utilisée sur ces sites de transformation. Donc voilà pour la présentation et les éléments que j'avais prévu de partager avec vous. Je sais qu'il y aura par la suite aussi des retours d'expérience concrets. Donc merci pour votre attention et à votre disposition s'il y a des questions. Merci Pierre. Écoutez, je sais pas si on m'entend là, je m'entends pas moi. Oui, c'est bon. Merci Pierre. Bien, en plus, tu as bien dans ce que tu as présenté, ça illustre ce que je venais de dire précédemment, c'est qu'il faut se projeter au-delà de 2025. On entend, même si c'est pas validé, j'entends bien ta prudence, que le secteur laitier, la transformation se prête à un objectif 2030 qui pourrait être annoncé officiellement rapidement. Il nous reste à voir, nous aussi, côté amont, et la somme de ce que ça fera, combien qu'on pourra annoncer. Et puis, sur les 3 années passées que tu as citées, je vous ai démontré ce matin, on commence à avoir une baisse d'émissions pour la filière, des émissions sorties d'usine, somme de ce qui se passe en élevage, en transformation. Et voilà, tu l'as fait apparaître avec les efforts faits en transformation laitière. Cette baisse, elle est vraiment tirée par l'industrie laitière sur ces 3 années-là, puisque vous avez fait effectivement de gros efforts. Il y en a un peu moins de baisse en élevage, mais ça va venir, on va rattraper le tout. Comme quoi les choses bougent vraiment. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Pierre sur sa présentation, avant qu'on voit un autre exemple pratique d'application avec un témoignage? C'est parfait, c'est bien ce que je dis. Bon. Écoute, merci beaucoup Pierre. Et on va à ce moment-là tout de suite enchaîner avec un binôme, à nouveau un dialogue à 2 voix sur une expérience concrète dans une entreprise, en l'occurrence une filiale de Savencia, donc la compagnie des fromages et Richemont, donc avec Jean-Philippe Leroy qui est responsable ingénierie et énergie
de la compagnie Fromage et Richemont, accompagné de Julien Duspré, qui lui est responsable efficacité énergétique et environnementale chez Axima Réfrigération. Et ils vont nous parler d'une expérience de récupération et de valorisation de la chaleur fatale. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, Jean-Philippe Leroy. Non, ça va aller, je vais... Ça va aller, je parlerai avec le micro. Ah oui. Alors, donc, concernant la compagnie des fromages à Richemont, donc c'est une... Donc la compagnie des fromages à Richemont est née en 2008. C'est une JV, donc c'est le rapprochement de deux grandes entreprises historiques. Donc on a la compagnie des fromages, groupe Savencia, et les fromageries Richemont, qui c'est le groupe Sodial. Donc il y a 8 sites en France, répartis un petit peu dans toutes les régions, et à peu près 1500 collaborateurs. Donc on traite environ 820 millions de litres de lait, avec à peu près un tonnage de 115 000 tonnes de fromages divers, donc pâte molle, pâte pressée, entre autres. Donc dans les marques principales, on a le Rustique, qui est les plus connus, le Rustique, Cœur de Lion et la marque Richemont pour la raclette. Alors, le projet, qui n'est plus un projet d'ailleurs, puisque cette installation donc, de pack hybride a été mise en place en 2016. Donc ça remonte déjà. Il faut savoir que CFR a déjà engagé une démarche de transition énergétique depuis à peu près une dizaine d'années. Notre première installation était une thermofrigopompe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Donc c'est de la récupération de chaleur fatale déjà sur les installations de froid. Et donc, elle avait été mise en place en 2011 avec la société, le partenariat d'Axima. Voilà. Donc, l'installation de la PAC hybride, donc, qui est une pompe à chaleur, est sur le site de Vire. Donc, le site de Vire, à l'époque, consommait à peu près 40 gigawattheures par an de gaz, pour un site qui produit ou qui traite plutôt 300 millions de litres de lait, et qui produit environ entre 30 et 35 000 tonnes de fromage à l'année. Voilà. Donc on avait une consommation de gaz en 2015 à peu près supérieure à 40 gigawattheures. En électricité, on était supérieur à 20 gigawattheures de consommation totale. Et donc l'objectif fin 2022, alors pas spécialement avec le projet, donc l'installation de la PAC hybride, parce que comme je vous le dis, ça remonte déjà à quelques années, mais on a d'autres projets qui ont été engagés, encore pareil avec Axima, des projets de pompe à chaleur aussi, pareil. Et donc notre objectif, c'est d'arriver fin 2022 en consommation gaz inférieure à 25 gigawattheures et électrique inférieure à 25. Alors pourquoi on monte un peu en électrique? Parce que finalement, il n'y a pas de miracle. Ce qu'on ne consomme plus en gaz, il faut qu'on le retrouve dans l'électricité. Malgré que les coefficients de performance soient bons, on a quand même une légère augmentation d'électricité. Mais on stabilise. Alors, si on parle des utilités, donc les utilités, comme pratiquement tous les sites industriels agroalimentaires, on va retrouver soit de la vapeur, soit de l'eau chaude, eau chaude ou eau chaude surchauffée d'ailleurs. Donc le site de Vire a été équipé de chaudières vapeur, donc c'est de la vapeur en distribution de calories, donc l'énergie thermique. Et donc ces chaudières sont alimentées par du gaz. Voilà, donc on fonctionne sur le gaz avec 2 chaudières vapeur. C'est de la vapeur qui n'est pas surpressée, on est sur des pressions classiques pour le transport de la vapeur. Et au niveau de l'utilisation, on utilise avec de la vapeur détendue, donc on détend la vapeur de manière à pouvoir être au plus proche d'une température éco-efficace avec le process. Donc on va trouver de la vapeur en transport énergie thermique et on retrouve de l'eau glacée, donc en énergie froide. Donc ça, c'est pour le côté froid du process. Donc cette énergie froide, donc frigorifique, est transférée dans de l'eau à 2 degrés. Voilà, donc entre 0 et 2 degrés pour nos échanges. Et c'est à partir de là qu'on va trouver nos gisements de chaleur, puisque finalement l'échange avec de l'eau glacée nous permet de récupérer de la chaleur qui sera valorisée, et que l'on appelle chaleur fatale, mais que nous, on va récupérer et qu'on va valoriser dans notre process en haute température.
Oui, donc avant de continuer la présentation, je préfère me présenter rapidement la société. Donc Axima Réfrigération, c'est 2000 personnes. C'est 3 secteurs d'activité, tout ce qui est supermarché, tout ce qui est logistique et tout ce qui est industrie, notamment l'agroalimentaire qui nous concerne. Avec la partie laitier, finalement, on va accompagner la vie de produits à la sortie de vos usines jusqu'à le consommateur qui va ouvrir les vitrines surgelées ou fraîches pour récupérer son yaourt. Donc dans le cas qui nous concerne, lorsqu'on est arrivé sur le site, la première chose qu'on s'est posé comme question, c'est finalement c'est quoi vos données, comment évoluent les besoins. Ce qui est vrai en été n'est pas forcément vrai en hiver, ce qui est vrai la journée n'est pas forcément vrai la nuit, ce qui est vrai la semaine n'est pas forcément vrai le week-end. Donc comme ça on a fait 365 jours, 8760 heures. Et donc les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que finalement il n'y avait pas réellement de données sur la partie utilité, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait de la vapeur, il y a des boucles d'eau chaude existantes, donc finalement on venait chauffer via la vapeur ces boucles d'eau chaude qui venaient après par la suite chauffer le produit final. Et malheureusement, sur ces parties eau chaude, on n'avait pas forcément des valeurs de température, des valeurs de débit, des valeurs de puissance, des valeurs d'énergie. Donc la première étape, ça a été de définir finalement l'évolution des besoins de chaleur, qui étaient aussi à des températures qui pouvaient évoluer. Il y avait du 85 degrés, il y avait du 65 degrés, il y avait du 70 degrés. Donc après, il y avait toute une réflexion de quelles solutions techniques on allait mettre en place par rapport à ces différents besoins. Et de l'autre côté, finalement, il fallait se poser la question, les gisements, ou finalement, où est-ce que je vais aller chercher cette chaleur? Et sur le projet, comme vous avez pu le voir juste avant, c'est qu'on a donc de la réjection au niveau des groupes froids. Donc au lieu de la jeter aux petits oiseaux et de consommer l'électricité, et sur le site, on avait des condenseurs évaporatifs, donc tout ce qui est traitement d'eau et tout ce qui est risque légionnel. On s'est dit, finalement, on va essayer de valoriser cette chaleur fatale en la récupérant, en la remontant via une pompe à chaleur que vous allez voir par la suite. Mais pour faire ça, il fallait savoir comment évolue le besoin de froid. Et on voit aussi sur les éléments qu'il n'y en a pas forcément une concomitance simultanée entre le froid et le chaud, et qu'il va falloir forcément réfléchir à une vision plus globale site. Et on a eu la chance, grâce à la Compagnie des fromages, qui nous a aussi ouvert des données du process pour être capable de pouvoir analyser finalement l'évolution du besoin d'eau glacée, l'évolution du besoin d'eau chaude, et de voir l'évolution et comment on allait mettre des moyens. Là, vous pouvez le voir par ici, des moyens de stockage, parce que finalement, aujourd'hui, l'un des sujets, c'est que lorsqu'on n'a pas de concomitance, on va travailler sur du stockage. Donc, l'idée, c'est de ne pas juste mettre un stockage avec des idées, on va dire, théoriques, mais plutôt en étant pragmatique et en étant capable de voir quel était le stockage le plus adapté, ou en tout cas le stockage qui permettrait de trouver un juste milieu entre coûts et bénéfices. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 2 travaux qui ont été faits. C'était déjà de voir sur une journée de production comment évoluaient les appels de puissance, parce que finalement, il y avait de la pasteurisation, il y avait du nettoyage en place, il y avait du chauffage avec des CTA à certains moments de l'année. Et donc l'idée, c'était de voir comment évolue la superposition des différents besoins thermiques par rapport à la partie chaud et à la rejection liée au froid. Et après, on regarde sur la partie annuelle. Et on regarde comment va évoluer le gisement et comment va évoluer le besoin. On voit bien que sur la fin, on décroît énormément. Donc après, il va falloir se poser une stratégie. La pompe à chaleur, quand elle va être à charge trop partielle, on va se poser réellement la question du coût-bénéfice. C'est-à-dire, vaut mieux-il faire tourner une pompe à chaleur qui aura un rendement énergétique qui ne permettra pas finalement d'être plus compétitif sur l'aspect financier par rapport à faire tourner une chaudière gaz. Et forcément, il va y avoir à un moment donné un choix. Et derrière, évidemment, lorsque le choix aura été fait par rapport au prix de notre client sur son prix du gaz et sa prix d'électricité, et bien après, on va automatiser tout ça pour permettre finalement d'être sur le point compétitif en ayant l'énergie de chaleur, donc en mégawattheure thermique, la plus performante, qui sera peut-être à certains moments de l'année, et là, évidemment la grande majorité de l'année de la pompe à chaleur, mais à certains moments, évidemment, il faudra peut-être consommer du gaz, même si on va émettre des émissions de CO2, ça sera quand même financièrement plus intéressant que faire tourner une pompe à chaleur avec de l'électricité en France plus ou moins décarbonée. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était en 2017, donc on avait à la fois l'innovation technologique de la PAC hybride,
qui avait une capacité de pouvoir générer de l'eau à 85 degrés. Nous, on était dans un process tout à fait adapté, parce que c'est pareil, il faut aussi voir en face le process. C'est-à-dire que notre besoin de température, finalement, il est jamais supérieur à 100 degrés. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile. Contrairement à des sites qui font du séchage, par exemple, où là, il va falloir garder le gaz, et là, c'est compliqué. La vapeur, on sait parfaitement, on a fait suffisamment d'études sur le sujet, que la vapeur a un coefficient de performance très faible, un rendement très faible, en fait. Quand on ajoute le rendement de la chaudière et qu'on ajoute aussi le rendement qu'on peut avoir sur le transport de la vapeur, avec toutes les pertes exergétiques, plus la récupération des condensats pour revenir en chaufferie, quand on fait la boucle et quand on mesure le rendement, on se rend compte qu'on est finalement très faible. C'est-à-dire qu'on dépasse rarement les 70% de rendement, même dans les meilleurs cas, et même avec les règles de l'art de respecter les meilleures préconisations qu'on peut faire dans la mise en place de réseaux vapeur. Donc, c'était tout gagnant. Voilà. C'est-à-dire que générer de l'eau chaude à 85, c'est bon parce que finalement les rendements sont bons, à partir du moment où les COP sont respectés avec les temps de fonctionnement, et les températures de process qui vont complètement en phase avec cette solution. Voilà. Après, juste pour rappeler, c'est vraiment le sujet, je pense, qui est plus global, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut avoir de la donnée, il faut avoir de la data, il faut aller la chercher. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore, si on veut aller vers la décarbonation, il y aura un vrai sujet d'aller chercher de la donnée qui peut ne pas exister parce que pas mesurée, ou exister mais non disponible. Et donc je pense que c'est un vrai enjeu de demain, c'est d'être capable d'avoir de la donnée et surtout de pouvoir finalement la visualiser et l'analyser. Donc là, c'est finalement le sujet de cette pompe à chaleur hybride. Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails techniques pour essayer de ne pas trop vous perdre. Mais l'innovation, elle est sur finalement la capacité d'utiliser un fluide qui va être absorbé par un autre. Finalement, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre de travailler avec des équipements qui sont standards, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans des valeurs qui vont être très importantes, on va être avec des installations qui vont être performantes et surtout qui vont aller nous permettre de faire de l'eau surchauffée, alors qu'aujourd'hui, on va dire que les pompes à chaleur plus traditionnelles ne nous permettront pas d'aller à des températures aussi élevées, ou vont nous permettre d'aller à des températures très élevées, mais il y aura le fait qu'on aura des pressions aussi plus importantes. L'avantage, donc, c'est de pouvoir avoir une solution qui, à des pressions très faibles, nous permettent d'atteindre des températures très élevées. Donc voilà, après on parle d'absorption, on parle de mélange de fluides qui sont de l'eau et de l'ammoniac. On voit bien tout à l'heure l'ancien monsieur Barrican qui parlait de fluide HFC. Là, on est sur des fluides naturels. On voit bien qu'on fait la boucle. Axima Réfrigération, c'est une société qui date de 1860. Et dès 1860, on a commencé à travailler sur des fluides naturels. On est passé sur des fluides HFC, CFC, dont les réglementations successives ont fait que maintenant on les abandonne et on revient finalement aux fluides qu'on utilisait il y a 150 ans. Bon voilà, on n'a pas inventé grand-chose, on est juste revenu aux fluides qu'on trouve dans la nature. Donc évidemment, il peut y avoir sur l'ammoniac, il y a une réglementation. Donc après, c'est sûr qu'il y a aussi ce sujet-là, mais par contre, sur la partie émission en cas de CO2, ben, on est à zéro. Voilà, donc on va dans le sens de la décarbonation en ayant des installations à l'ammoniac, comme a dit la personne juste avant moi. Et c'est le cas sur cette solution de pompe à chaleur où on mélange l'eau et l'ammoniac. Alors si je vais un petit peu plus loin moi, sur le schéma, si vous voulez, vous voyez en bas du schéma chaleur récupérée. Donc là, en fait, on est en cascade. Ça veut dire que derrière, on prend les calories basses, ce qu'on va appeler les calories basse température, dans de l'eau déjà. Et cette eau-là, en fait, c'est l'eau qui est issue d'une thermofrigopompe. Donc c'est là qu'on a notre chaleur fatale, finalement, qu'on a récupérée. On la récupère déjà dans une pompe qu'on appelle une thermofrigopompe, dans un compresseur spécifique, qui, au lieu de l'évacuer, comme le disait Julien, aux petits oiseaux, finalement, on le récupère dans de l'eau, qu'on va monter à une température entre 30 et 50 degrés. Et cette eau nous sert de primaire pour notre pompe à chaleur. Et à partir de là, on peut générer avec l'échange... Alors, la différence d'une pompe à chaleur classique,
c'est que là, on va parler d'échange thermique et de transfert thermique, en fait. On ne parle pas de changement d'état de l'ammoniac, puisqu'il n'y a pas de changement d'état. On parle vraiment d'un système d'absorption, c'est-à-dire on flash, dès qu'on a l'eau et l'ammoniac ensemble, on libère une quantité énorme d'énergie, et à partir de là, on peut le transférer dans notre boucle eau chaude de 85 degrés. En fait, c'est un petit peu le principe, c'est même le principe de cette installation. Et effectivement, le côté vertueux, c'est le gaz qui est de l'ammoniac, et en plus en faible quantité, puisqu'on a un mélange à peu près 50-50, à peu de choses près entre l'eau et l'ammoniac. Il y a une séparation, un remélange, etc. Et en même temps, on sait aussi qu'on a une utilisation basse pression du compresseur, c'est-à-dire que le compresseur est peu sollicité. C'est un compresseur classique. Compresseur à piston, là c'est un sabro, tout simplement. Donc on est vraiment sur une technologie très basique, on n'est pas sur du compresseur à vis avec des carters haute performance pour résister à certaines pressions, etc. Là, on est vraiment dans du basique. Et finalement, c'est la technologie de l'absorption qui fait, et le process qui va bien, qui fait que voilà, ça fonctionne. Ça match pour nous sur cette partie-là. Et sur nos sites, en fromagerie, on est très adapté à ce type de process. Donc oui, il y a aussi le sujet de se poser que lorsqu'on veut décarboner, il faut peut-être aller chercher de l'innovation. Vous parliez de R&D, vous parliez de nouvelles solutions qui n'existaient pas forcément encore. Il faut savoir que cette pompe à chaleur hybride, c'est le site de CFR Vire, c'est la première en France. C'est quelque chose qui avait été développé dans les pays du Nord, mais qu'aujourd'hui, la première en France a été faite sur le site de Compagnie des Fromages. Donc oui, voilà, c'est une température qui nous permet d'aller à des plus hautes températures avec des fluides naturels, comme on l'a dit, phénomène de compression-absorption, 100% fluide naturel, donc on va dans le sens de la décarbonation aussi. On aurait pu mettre des pompes à chaleur HFC qui auraient eu un impact qui serait à l'encontre finalement des objectifs de décarbonation qu'on a présentés précédemment par l'interlocuteur précédent. Et après, voilà, il y a des notions de pression de service basse, ce qui permet aussi de dire que cette installation, elle est faite sur mesure. 2, c'est une installation made in France, parce que finalement, tout ça a été installé dans nos ateliers de production en Bretagne. Et c'est aussi, quand on parle souvent d'obsolescence, là, on va aller à l'encontre de l'obsolescence, parce que finalement, c'est des installations qui peuvent durer 30 ans, 40 ans, parce que finalement, on a mis une installation qui n'est pas du standard, qui est avec des produits que l'on s'installe tous les jours et qui ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Donc on va à l'encontre aussi de cette obsolescence programmée qui des fois arrive sur les installations, où on va mettre des groupes qui sont peut-être moins onéreux, mais qui ont une durée de vie limitée. Alors, si on parle de chiffres et de coefficients de performance, et principalement pour Vire, avec sa propre installation, on voit qu'on a à peu près, là on parle en horaire, c'est-à-dire qu'on a des transferts de chaleur d'à peu près entre 1 méga et 1,5 méga mégawattheure de puissance thermique d'échanger. Et donc voilà, tout simplement, on a un coefficient de performance à peu près de 4,5, ce qui est quand même plutôt encore positif, puisqu'on sait que l'écart... Aujourd'hui, on parle effectivement RSE, et c'est tout à fait c'est très important, c'est clair. On a aussi une dimension financière sur les sites. Il faut quand même comprendre que l'énergie a un coût. Et au-delà de la démarche vertueuse pour effectivement l'utilisation et la réduction et la décarbonation, on a aussi une démarche financière, il faut quand même le dire. Et donc l'intérêt, le but, c'est aussi de réduire nos consommations d'énergie et nos budgets d'énergie, évidemment. Donc de toute façon, là, dans ces solutions, on est à la fois positif, puisqu'on amène un réel progrès par rapport à la consommation de gaz, et en même temps, on améliore aussi nos gains, et on réduit nos coûts énergétiques, ce qui est quand même important. Il faut le dire. Parce que ce sont des installations qui sont chères, à la base,
qui sont pas forcément... Alors si vous avez une vision purement financière, vous n'allez pas forcément avoir un retour qui va être très intéressant finalement, hein. Tout dépend à quel prix vous payez vos énergies, hein. Et donc les aides quelque part sont quand même utiles. Donc le choix aussi effectivement, enfin la démarche et l'investigation pour trouver des subventions est très important sur ce type de projet. Voilà, à partir du moment où on engage aussi une dimension financière dans ce type de projet. Après, juste, c'était dire que ça, c'est la photo sur site. C'est vraiment la photo de l'installation en réel. Tout à fait, ouais. Alors, fonctionnement futur. Donc là, pourquoi tu parlais du fonctionnement? Oui, alors ici, effectivement, on vient directement... Alors, comment ça fonctionne? Finalement, on n'a pas enlevé nos échanges avec la vapeur, puisqu'il faut du backup, hein. On est dans une société, dans une entreprise qui fait de la pasteurisation. On pasteurise du lait. On a des contraintes, évidemment, bactériaux, hein. Et à partir de là, on se doit de respecter notre process, notre HACCP, etc. On a des contraintes à maintenir en termes de température. Donc le backup, c'est de garder la vapeur, mais de mettre en face quand même l'eau chaude à 85 degrés pour nous, pour pouvoir ne pas utiliser la vapeur. Donc la majorité du temps, on n'utilise pas la vapeur, mais on peut, comme le disait tout à l'heure Julien, dans certains cas, réouvrir sur la vapeur, parce que soit on n'est pas très stable sur la boucle, hein, parce qu'on peut avoir beaucoup d'utilisation en instantané, ou alors parce qu'on n'a pas forcément la bonne corrélation entre le gisement de chaleur, hein, qui est notre récupération dans l'énergie fatale, donc du froid. C'est toujours le problème de la décorrélation entre l'utilisation du froid et le besoin de chaud. Et là, on peut avoir voilà, si on tamponne pas bien, si on n'a pas suffisamment d'avance, on peut avoir des petits problèmes. Donc on a ce réseau d'eau chaude à 85, bien sûr, puisque c'est le but du projet, d'installation, mais on a également de la vapeur. Voilà. Et on récupère par la thermo, justement en cascade, sur le primaire, on récupère toute l'énergie fatale par l'eau glacée qu'on restitue dans notre green pack. Après, vas-y, appuie juste, peut-être qu'il y a une animation, non? Oui, voilà. C'était juste de dire qu'on n'allait quand même pas faire la chaleur à 85 degrés pour aller chauffer le besoin à 50. Et du coup, on a utilisé donc, le premier étage qu'on appelle la thermofrigopompe pour aller directement chauffer le besoin à 50, au lieu précédemment, comme vous l'avez vu, qu'on mettait de la vapeur à 190. Et la stratégie, c'était pas non plus d'aller chauffer avec du 85, un usage qui était à 50 degrés. Voilà, tout à fait. Très important, ça, cette notion d'éco-efficacité en fait, dans les échanges. Finalement, ce qu'on cherche, c'est aussi, lorsqu'on parle de la notion de pincement, on va chauffer finalement différents usages côté process, et finalement, c'est d'avoir le pincement le plus faible, finalement, pour avoir le coût le plus adapté et le plus efficient. Alors, ce qui était important, et tout en amont de ce projet, de cette installation, il y a aussi cette notion de pincement, comme le dit Julien, c'est-à-dire cette notion d'avoir déjà travaillé tous les échanges sur les échangeurs, principalement des process. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des rendements très élevés sur les échangeurs, ça fait partie de nos cahiers des charges. Et donc, à partir de là, on sait que si on est bien sur le récepteur et sur l'utilisateur, sur l'équipement qui utilise la température d'eau chaude, à partir de là, on est très efficace. On peut toujours amener de l'eau chaude, mais si notre équipement, lui, a un mauvais rendement, je veux dire, il n'y a pas on ne va pas au bout des choses. Alors qu'effectivement, nous, on a travaillé déjà tous nos échangeurs en termes de récupération. Alors, donc on avait identifié en fait environ 7 gigawattheures de consommation sur les postes, hein, donc c'est-à-dire le process en général, machine à laver, pasteurisateur, tout ce qui fait partie du process, tout ce qui utilise de l'eau chaude. Et donc, on a, avec le projet, donc on a fait la monotone, que vous voyez, la monotone des consommations et des besoins thermiques. Hein. Donc, à partir de là, on voit qu'on est capable, avec notre récupération de chaleur fatale revalorisée au travers de la PAC hybride, de restituer toute cette chaleur par rapport à nos besoins et nos équipements qui consomment cette chaleur. Donc, on a un gain de gaz. Là, on parle bien de l'étude. En fait, ça, c'est issu de l'étude de faisabilité. Hein. Donc on avait un gain sur le gaz qui était estimé en PCS, en pouvoir calorifique supérieur, donc à l'entrée de la chaudière, à 11 gigawattheures.
avec cette installation, avec un surcoût électrique à peu près de 2 mégawattheures, de 2 gigawattheures plutôt, à l'année. Donc voilà, donc le ratio il est plutôt positif. Et une économie en CO2 de 2100 tonnes annuelles. Performance. Alors, les performances, t'en parles ? Oui, je peux en parler. Donc là, on est plutôt sur, du coup, à un moment donné, il faut qu'on voit la réalité. Et là, donc, c'est des données suite aux mesures en continu qu'on a sur l'installation. On a remarqué aussi une chose, c'est qu'on avait dimensionné une pompe à chaleur autour de 1700 kW. Donc là, on était sur le début de l'installation et on remarquait que finalement, en besoin thermique, on était finalement plus faible. Donc on était autour de 800-900. Après, il y avait des pointes évidemment à plusieurs kilowatts. Et on voyait finalement aussi que la consommation de gaz qu'il nous fallait, on voit aussi entre ce qu'on estimait et la réalité du besoin, on a vu un delta important. Je vais pondérer un peu parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, on fonctionne, c'est cyclique une production, c'est-à-dire qu'on va avoir des heures de fonctionnement et des heures où on fonctionne moins, donc où on utilise moins d'eau chaude. Et là, on parle bien de journée complète, donc sur 24 heures. Donc sur 24. Par contre, on avait des pointes en journée où on est à 100% d'utilisation de la PAC. En journée. Après, la nuit, on a moins d'utilisation, donc effectivement, ça pondère un peu la puissance appelée est plus faible. La puissance appelée qui est plus faible, puisqu'on parle de journée complète. Là, donc, Et si vous voyez le diagramme de la journée qu'on avait fait au début, on voyait bien que sur la journée, on avait des appels de puissance. Mais voilà, en énergie, on n'est pas... c'est pas 1700 kWh en permanence par jour. Voilà, ça régule. Et c'est aussi pour ça, bon là on parle un peu technique, mais c'est pour ça aussi qu'on avait mis un compresseur à piston, parce qu'un piston, moins il tourne vite, plus il est performant. Alors c'est effectivement là aussi qu'on s'est aperçu que nos réseaux de distribution vapeur en fait étaient peu performants finalement. Alors je vous le répète, isolés, dans les règles de l'art, etc. Puisque quand on a fait le calcul et l'étude à partir de la consommation de gaz jusque sur l'équipement, en fait, ce qu'on n'avait pas complètement évalué, ou tout du moins sous-estimé, c'était la perte qu'on pouvait avoir sur le réseau vapeur. C'est ce qu'on retrouve un peu partout. Et c'est pour ça qu'on pensait que c'était l'équipement qui était plus consommateur, alors que finalement l'équipement lui-même, qui maintenant est alimenté directement par le circuit d'eau chaude, finalement est moins consommateur que notre total global COP avec la distribution de la vapeur. Ça veut dire que en fait, la distribution a un très mauvais rendement et on en perd beaucoup. Voilà, c'est clair. Il y a du rayonnement, il y a de la perte exergétique sur chaque matériel que vous allez avoir, un détendeur, une soupape, peu importe, vous allez perdre de l'énergie sur la vapeur. Et donc c'est pour ça qu'effectivement le dimensionnement a été un petit peu surestimé, alors que l'équipement lui-même consomme un petit peu moins en fait. Alors, performance réelle. Oui, là, c'était des données un peu plus... C'était les mêmes performances, sauf que là, on était sur du mois de mars. Et on voit bien aussi les week-ends. On voit bien le week-end que le besoin est plus faible. Donc, finalement, notre pompe à chaleur, elle tourne beaucoup moins le week-end. Et on va plutôt utiliser le stockage de ce qu'on aura accumulé en semaine pour pouvoir faire tourner la pompe à chaleur que lorsqu'il est nécessaire. D'où l'utilité d'avoir du stockage. Parce que le besoin n'est pas constant du lundi au dimanche. Et le stockage permet aussi une stratification en fait, des températures, puisque dans la configuration, on a des stockages qui naturellement créent des couches de température. Donc à partir de là, ça nous permet d'alimenter en fonction de la température les différents équipements. Donc l'évolution du COP, donc on voit qu'on a un COP qui est toujours très positif, en règle générale, avec une moyenne de 4,5, tout simplement. Donc là, il n'y a pas... c'est clair, c'est parlant, c'est pas du graphe qui est fait à la main, c'est bien de l'enregistrement. Donc en termes d'énergie, en performance réelle, donc on revient un petit peu, on reboucle avec toutes les données que vous avez vues tout à l'heure, entre les énergies, le cumul des énergies en performance. Vous pourrez voir ça après. Voilà. Donc, alors, en termes de subventions, ce qui est intéressant, c'est que ce projet, qui était un projet très novateur, finalement, en 2017, nous a permis d'avoir 20% de subventions par l'ADEME. Alors évidemment, ça veut dire gros dossier, ça veut dire
Voilà, donc études de faisabilité, etc., etc. Donc, il faut avoir un dossier très, très clair et très sécure pour avoir ces subventions. Et surtout que l'ADEME demande aussi une garantie des résultats. Et Donc voilà, il a fallu faire une étude a posteriori pour absolument. pouvoir récupérer les pourcentages nécessaires par finalement la performance réelle de la solution. Le FEDER, donc pareil, qui a subventionné à 8%, des Finergie, 5%, et donc pour des gains énergie supérieurs à 20% sur le site. Voilà. Pas de C2E. Là, on est en dehors de la fiche. C'était la UT 117, c'est ça. Hein. On est en dehors de la fiche, donc on ne pouvait pas avoir de C2E sur cette installation. Donc tout est sur de la subvention, on va dire. C'est du fond chaleur. Ouais, c'est du fond chaleur. Voilà. Donc, alors, en conclusion, donc le plus sur cette installation pour nous, c'est température idéale par rapport à notre process, industrie laitière, fromagerie, principalement. Faible pression de fonctionnement sur l'installation, ça veut dire garantie sur la fiabilité du matériel et les SAV qui vont avec aussi. Hein. Chaleur disponible immédiatement, ça fonctionne très bien, on a la chaleur tout de suite. Le performance COP, voilà, c'est ça, par rapport à la vapeur, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure. Coût de maintenance réduit, puisqu'on a très peu de matériel finalement, et compresseurs sollicités de manière très classique. Alors, le moins, c'est aussi la chute du COP, si c'est moins sollicité. Ces machines-là ont besoin d'être très chargées, en fait. Hein. L'investissement total à l'époque était quand même assez conséquent. Et s'il n'y a pas d'aide, vous allez avoir un retour sur investissement qui sera supérieur à 5 ans. Hein. Du moins avec, attention, tout ça je remets sur les données de l'époque. Hein. Aujourd'hui, les énergies, ça monte, ça descend. Bon, en tout cas, voilà, sans aide, c'est quand même assez... c'est un beau capex. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que cette présentation a suscité de votre part des questions sur ce témoignage ? Bah, apparemment pas trop. C'était... Ah, Rita. Moi, j'ai une question. Donc, merci pour la présentation. Je voulais savoir si depuis, il y a eu d'autres initiatives, d'autres entreprises qui ont sollicité Axima pour développer ce type de solution. Oui, alors on a installé la pompe à chaleur sur d'autres clients industriels qui ne sont pas dans le domaine des produits laitiers pour la pompe à chaleur hybride. Et dans le domaine des solutions plutôt pompe à chaleur, plutôt on va dire classique, donc toujours à l'ammoniac, mais ce qu'on appelle en surcompression. Donc là, oui, on doit avoir aujourd'hui une dizaine de sites, pas que dans les produits laitiers, mais présents aussi dans les produits laitiers, notamment sur le site de Vire, où sur la deuxième partie de l'usine, on a mis cette pompe à chaleur à l'ammoniac. Donc finalement, le sujet, c'est... Là, vous voyez une solution technique, oui, une innovation, parce qu'il y a un intérêt, mais finalement, la question, c'est quel est le besoin, comment évoluent les besoins, que ce soit en chaud et en froid, et finalement, quelle sera la solution technique, hybride ou non, PAC ou non, qui sera finalement la plus performante et où on aura le retour sur investissement le plus rapide. Mais oui, on a plusieurs pompes à chaleur hybrides en France, pas forcément dans le domaine du lait, et oui, on a plusieurs pompes à chaleur en surcompression qui finalement répondent aussi à des usages à 85 degrés. Mais qui sont pas forcément qui ont des pressions plus élevées. Et voilà, après, tout dépend comment on vient s'implanter finalement dans les installations. Voilà, je vais faire une digression, mais quand on vient mettre une pompe à chaleur en surcompression, on va utiliser le même ammoniac de l'installation froid. Donc ça veut dire qu'on va pas avoir un fluide intermédiaire comme dans le cas de la pompe à chaleur hybride. Pourquoi sur l'autre partie de l'usine on a fait cette stratégie-là ? Parce que finalement sur cette partie-là, vous l'avez vu, il y avait un besoin à 50 degrés. Donc finalement on avait besoin d'alimenter en eau chaude à 50 degrés, donc d'avoir un premier étage de température et ne pas directement envoyer l'ammoniac à 85, parce que sur l'autre partie de l'usine, il n'y a qu'un besoin de chaleur à 85 degrés. Donc finalement vous voyez bien que l'importance du besoin et l'étude en amont nous fait définir quel sera
la solution technique, et la solution technique, il y en a plein. Les pompes à chaleur en sont une. Après, on parle aussi de biomasse, etc. Mais finalement, il faut d'abord avoir de la donnée, de la data, mesurer, voir les évolutions des deux côtés quand on parle de pompes à chaleur. Et après, on verra quelle est la solution technique la plus pertinente et la plus performante et qui est financièrement et rentablement avec le meilleur ROI. Merci. Et encore une question. Donc pour CFR, donc est-ce que vous avez d'autres projets comme celui-ci avec Axima ou d'autres donc en cours desquels vous pouvez parler? Alors, ce qui est, oui, effectivement, pour répondre clairement, on va mettre en service bientôt, hein, donc normalement c'est là, maintenant, d'ailleurs, c'est en cours, sur 4 sites supplémentaires, donc on va remettre effectivement des pompes à chaleur. Donc là, on va avoir 4 sites qui seront équipés de pompes à chaleur, donc avec un impact très important en termes de récupération d'énergie et surtout en consommation de gaz. Ça va être assez positif, c'est clair. Donc oui, fin d'année, on a des projets de pompes à chaleur encore. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le disait Julien, hein, ça dépend de la solution, ça dépend du process, ça dépend si vous avez du froid, parce que si vous n'avez pas de froid, vous n'avez pas de chaud. C'est aussi simple que ça. Ça dépend si vous avez de la vapeur ou de l'eau chaude en réseau principal usine. Maintenant, aujourd'hui, on a des chaudières eau chaude sur certains sites. C'est plus compliqué parce que là, il faut aller chercher des températures supérieures à 90 degrés. Et donc, ça demande des installations qui sont très, très récentes technologiquement. Voilà. On va mettre ça en place sur un de nos sites. On le fait cette année, ça va démarrer là. Mais on est encore sur une première pratiquement à ce niveau de température. Voilà. Parce que là, on est sur des températures entre 90 et 95 degrés. Et là, ça commence à être... Ça sollicite énormément le matériel. Voilà. Donc, on est juste derrière en fait, l'innovation. Mais on pousse. Mais on attend encore de l'innovation sur le matériel. Voilà. Et est-ce que par usine, vous avez un objectif justement de réduction de consommation d'énergie sur... Bien sûr, on a toujours des objectifs de réduction d'énergie. Ça fait partie des standards, on va dire. Hein, tous les ans, on a des objectifs. On a un objectif, Savencia a dû l'annoncer ce matin, oui. Je pense, pour 2025, hein, entre autres. Nous, on a déjà atteint notre objectif. Si on parle de l'objectif, en tout cas, qui est inscrit, on a déjà atteint notre objectif. On l'atteindra, de toute façon, pour 2025, ça c'est clair, puisqu'on a déjà engagé tous les gros projets qu'on pouvait faire à ce niveau-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Puis je vois que vous êtes candidat à l'appel à la solution, vous êtes mûrs. On va savoir probablement vous l'envoyer. Ces exemples-là, voire d'autres, hein, parce que vous avez d'autres idées en tête, j'imagine que... On répond aux 3 leviers qu'on a vus tout à l'heure. Bah justement, c'est pour ça que vous m'intéressez beaucoup. Merci d'avoir montré que la combinaison de la performance environnementale, technique et financière, tout ça était compatible. C'est très important. Merci beaucoup.